Il y a un peu plus d'un an, le 8 avril 2010, un homme est venu sur ce plateau. Et 3 ans plus tôt, il avait déjà amené aux Glières beaucoup de micros et beaucoup de caméras, histoire de transformer les morts en bulletins de vote. Et l'année dernière, cet homme a fait pire encore. C'est là où la barbarie nazie avait massacré ceux des Glières qu'il a osé répéter, comme il l'avait fait à la Chapelle-en-Vercors en 2009, ce discours insupportable sur l'identité nationale au relent vichysois. C'est ici même qu'on l'a entendu dire des phrases telles que celles que je vais vous citer. Un Français reconnaît d'instinct une pensée française. Ce n'est pas du Drier-La Rochelle, c'est du Nicolas Sarkozy. Et 3 mois plus tard, à Grenoble, un autre discours a ouvert les yeux et les oreilles des citoyens les plus inattentifs. Haro sur les Roms, accusés de délits qu'ils n'avaient pas commis. Haro sur les gens du voyage, sur les Français naturalisés et bien entendu sur les immigrés. Oui, c'est le président de la République française qui, en juillet 2010, a accrédité le vieux mensonge lepéniste « immigration égale insécurité ». Alors, puisque nous venons ici, aux Glières, non pas pour récupérer, pour déformer ou pour trahir la mémoire de la résistance, mais pour la faire vivre, souvenons-nous. Rappelons-nous que sans le fichier anthropométrique des Roms et des gens du voyage, institué par une loi de 1912, il aurait été infiniment plus difficile de les rafler dans les années 40 et de les expédier dans les camps de la mort. C'est en amont que se prépare ce qui rend possible ensuite l'innommable. Rappelons-nous que quand un chroniqueur raciste sur, hélas, une télévision de service public énonce comme une évidence que la plupart des trafiquants sont noirs ou arabes, comme en d'autres temps on répétait lourdement que la plupart des banquiers seraient juifs, le terrain où pousse cette ignominie a été préparé par un ministre, par le ministre Hortefeux, qui trouvait que ce n'était pas grave quand il n'y avait qu'un arabe, mais quand ils étaient beaucoup, ça posait problème. Mais qui a aussi expliqué devant les caméras que les gens du voyage n'étaient pas à plaindre, ils avaient de très grosses voitures, rappelez-vous. Et à son tour, M. Zemmour déblaye le terrain ces dernières semaines à un autre ministre, le ministre Guéant, qui lui aussi, comme une évidence, énonce que du fait de tous ces immigrés, même légaux, les Français ne se sentent plus chez eux. Nous en sommes là, en cette année 2011. Sus à l'immigré, aux Noirs, à l'Arabe, aux Roms, aux nomades, aux différents. Mais ne nous y trompons pas. Neuilly-sur-Seine, c'est la commune où il y a le plus grand nombre d'étrangers en pourcentage de la population. Et ce n'est pas une banlieue à problème. Les quartiers de Neuilly ne sont pas sensibles. Peut-être sont-ils insensibles d'ailleurs. L'ancien maire de Neuilly n'est jamais présenté comme un immigré de la 2e génération. Il y a 2 siècles, le banquier Laffitte disait « Un idiot pauvre est un idiot riche est un riche ». Aujourd'hui, dans la France de Nicolas Sarkozy, un arabe pauvre est un immigré, un émir arabe, c'est un investisseur. Ne nous trompons pas. Derrière le racisme, aujourd'hui comme hier, il y a toujours l'injustice sociale. Derrière l'ethnicisation de la politique, il y a toujours le mépris de classe. Et voilà pourquoi, à quelques mois de choix extrêmement décisifs pour notre avenir à tous, le programme du Conseil national de la résistance est plus que jamais d'actualité. Non pas bien sûr que le monde de 2011 soit identique à celui de 1944, mais parce que le racisme, la xénophobie, la politique du pilori et de la peur, la stigmatisation hier des fainéants, aujourd'hui des assistés, ça change très peu. Aujourd'hui, tout cela nous tend le même piège qui était tendu il y a 80 ans. Détourner la colère sur les boucs émissaires. Parler des grosses voitures des nomades pour faire oublier le yacht de Bolloré, pour faire oublier ce premier cercle des milliardaires que réunissait le trésorier Éric Woerth. Exciter la peur, exciter la haine de l'autre, pour accentuer la fragmentation sociale, pour diviser le peuple, pour conjurer ce qui commence ici, le rassemblement des citoyens porteurs de liberté, de progrès et de justice sociale.
Non, nous ne sommes pas dans les années 40. Mais cette époque où les députés de la majorité font un triomphe à M. Zemmour, il y a quelques semaines, cette époque-là, elle sent vraiment les années 30. Comme dans les années 30, nous sommes face à une crise sociale profonde, durable, qui provoque l'inquiétude, pas seulement l'inquiétude des plus pauvres, qui sont toujours plus exclus, mais aussi l'inquiétude de ces couches moyennes, qui sont face à la précarisation, qui sont face au déclassement. La faute aux Juifs il y a 80 ans. Alors aujourd'hui, la faute aux immigrés, la faute aux Roms, la faute aux jeunes de banlieue. Et ceux qui ont oublié leur histoire, nous le savons, ceux-là sont condamnés à la revivre. Et donc, nous savons qu'on ne sortira de cette crise sociale et démocratique que soit à gauche, par la solidarité, par l'égalité, soit à l'extrême droite, par le chacun pour soi, par la compétition à outrance, par le rejet des inadaptés et des différents. Alors n'attendons pas que l'histoire se répète, même si elle devait se répéter sous d'autres formes et dans un autre contexte. Parce que nous n'avons pas oublié, nous savons tous ici que nous ne pourrons pas préserver nos libertés, la démocratie, l'égalité entre les citoyens, quelles que soient leurs origines et leurs croyances, si nous ne garantissons pas réellement cette fois les droits sociaux pour tous, si nous ne faisons pas réellement reculer les inégalités, reculer le cynisme de ceux qui portent une Rolex à 50 ans à leur poignet, reculer la précarité et la peur de l'avenir pour tous les autres. Les droits sont indivisibles, l'égalité aussi doit être indivisible. De même qu'en 1944, la libération, ce n'était pas seulement la libération de Vichy et du nazisme, c'était aussi la libération de la misère et de l'injustice. De même aujourd'hui, la lutte contre le racisme, la lutte contre la xénophobie, contre les idées contagieuses de l'extrême droite, cette lutte ne peut pas aboutir, elle ne peut pas devenir l'affaire du plus grand nombre si elle n'est pas aussi la lutte contre la marchandisation universelle, la lutte contre la précarisation universelle, la lutte contre la compétition sans limite de tous contre tous. Quel est le sens du combat qui est aujourd'hui celui des citoyens résistants et celui aussi de la Ligue des droits de l'homme? C'est pourquoi nous avons réuni, dans ce que nous appelons un pacte pour les droits et la citoyenneté, une cinquantaine d'organisations associatives, syndicales, et ce pacte est ouvert à tous ceux qui veulent le rejoindre. Sur la proposition de la Ligue des droits de l'homme, ce pacte, il lie, exactement comme le faisait hier l'appel de Coranglière, il lie la défense de la liberté et la reconstitution des services publics, la démocratisation des institutions et le respect des droits des étrangers, la garantie des droits sociaux et l'avenir de la fraternité dans ce pays. Parce que tout cela est lié et tout cela est indivisible. Et cela, nous allons le dire haut et fort le 14 juillet prochain, à la Bastille à Paris et dans le plus grand nombre de villes de France, pour appeler, là aussi avec des dizaines d'organisations, d'associations, des syndicats, d'organisations de la société civile, pour appeler à retrouver la République qu'on a défigurée, pour appeler à retrouver une République libre, égale et fraternelle. C'est comme cela. Chers amis et chers camarades, parce que c'est un joli nom, je trouve, c'est comme cela que nous resterons fidèles à ce que nous disait notre amie Lucie Aubrac, qui était membre d'honneur de notre comité central. Vous savez cette phrase que nous répétons tous, mais qui est vraie, n'oubliez pas, ça se conjugue aussi au présent, résister. C'est comme cela qu'il faut le faire. Bien sûr, pas en nous prenant pour ce que nous ne sommes pas. Avant et après moi, à cette tribune, il y a des gens infiniment plus respectables. Parce que eux, ils sont passés à travers ce qu'était la résistance il y a 80 ans. Mais je voudrais citer Robert Guédiguian, qui, quand il présentait l'armée du crime, a tout dit sur ce qu'il faut en penser. Ne vous demandez pas ce que vous auriez fait à leur place, demandez-vous ce que eux feraient à la vôtre. Et c'est notre boussole aujourd'hui. Ici, au Glières, c'est pas très difficile de répondre à cette question. C'est pas très difficile de savoir ce que eux feraient à notre place. Parce qu'ils sont là, avec nous. Parce que hier et aujourd'hui, nous avons avec nous ces exemples vivants. Nous entendons la force de leur engagement. Ils ne lâchent rien. Et on va encore s'en apercevoir dans quelques minutes, j'en suis sûr. Ils ne lâchent rien parce qu'ils n'ont jamais renoncé. Et donc je crois que c'est pas très difficile de savoir quelle route il faut prendre. La route qui pourrait faire revenir les jours heureux. Cette route-là, comme Stéphane n'a pas pu rester aujourd'hui,
Ce serait dommage qu'on n'entende pas un tout petit peu de Hölderlin, un tout petit peu de poésie. Je voudrais juste en rappeler une phrase, parce qu'elle est ce qui nous rassemble et ce qui nous permettra de gagner demain. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Ce qui sauve est ici aujourd'hui, et nous allons le faire grandir. Parce que chaque année, nous sommes plus nombreux. Alors, il faut que ce mouvement s'amplifie encore. Il faut que l'appel de Torrenglière trouve tout l'écho qu'il mérite. Et alors, je crois vraiment que nous pourrons en être sûrs ensemble, chers amis, chers camarades, les mauvais jours finiront. Merci.